Donc, vous allez pouvoir voir mon parcours professionnel. Voilà. Donc, le but de cette session, c'est de vous présenter OpenClaw et de voir en fait un paradigm shift, comme on dit en anglais, un nouveau paradigme. On parle de tout ce qui était conversationnel avec l'IA et on va plus vers une orchestration d'agents. Donc, on part de l'ère conversationnelle en termes d'IA vers une ère d'orchestration d'agents. D'où OpenClaw. Alors voilà l'agenda que je vous propose. Donc, je vais faire une présentation de OpenClaw. On va voir derrière, derrière OpenClaw, c'est une architecture d'orchestration d'agents. Donc, vous avez deux types d'agents. Vous avez l'agent principal, l'agent orchestrateur et les agents secondaires. On verra tout ça. Donc, des agents vont travailler avec des compétences. Donc, on verra ce genre de choses. Ensuite, on va voir on peut faire, on fait des orchestrations avec OpenClaw. Et on va voir la différence entre OpenClaw et N8N. Donc, si vous regardez ma chaîne YouTube quand vous aurez l'URL, j'ai fait pas mal de sessions avec N8N. Et en fait, c'est pas vraiment une opposition entre OpenClaw et N8N. Ils sont souvent complémentaires l'un et l'autre. On verra comment. Ensuite, on va faire un focus sur la sécurité, c'est très important, hein. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Ensuite, je vous ferai une démo et ensuite, on passera aux questions-réponses. Donc, comme je vous l'ai indiqué dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat de Zoom. Et surtout, restez en mode muet pour la fluidité de la présentation. Et ensuite, on terminera par une petite conclusion. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que OpenClaw? Donc, c'est un agent IA autonome, open source, et il ne se contente pas de gérer simplement du texte, c'est pas que du conversationnel. Il va pouvoir exécuter des actions en connectant des modèles de langage et des outils tels des fichiers locaux, des plateformes de messagerie et des workflows d'automatisation. Donc, caractéristiques principales de OpenClaw, ça fonctionne localement ou en VPS. Donc, je vous recommande plutôt, localement, c'est sur votre ordinateur, je vous recommande plutôt un mode VPS. Donc, c'est Virtual Private Server en anglais. Donc, moi, j'ai utilisé la solution Hostinger, mais vous en avez maintenant tous les fournisseurs d'hébergeurs, là vous propose un hébergement VPS avec OpenClaw. Donc, vous avez DigitalOcean qui fait ça, vous avez Hostinger. Je pense que Amazon doit le proposer également, je n'ai pas vérifié, mais vous en avez toute une flopée bien sûr à différents coûts, mais voilà. Donc, l'avantage de passer par un VPS, c'est que vous isolez complètement votre environnement OpenClaw. Et ça permet de ne pas avoir à toucher d'autres aspects de sécurité si vous êtes en local. Donc, il va pouvoir gérer des fichiers, des messages, des tâches automatisées et il va reposer sur des skills. Donc, les skills, je gardais le mot en anglais parce que si vous lisez la documentation OpenClaw qui est en anglais, on parle souvent de skills. Donc, la traduction, c'est en français, c'est compétences. Et ça définit, donc, les skills vont permettre à un agent d'être intelligent et ils vont définir ses capacités, en fait. Et donc, comme je vous l'indique, ce n'est plus seulement une interface conversationnelle, hein, c'est aussi une couche d'orchestration. Donc, jusqu'à récemment, on parlait à l'IA, comme ChatGPT, comme Claude, comme Gemini, par exemple, mais aujourd'hui, on lui délègue du travail. Ok. Donc, c'est la différence. Et donc, c'est pour ça que OpenClaw, c'est une couche d'orchestration d'agents, en fait. Alors, qui a développé OpenClaw? Cette personne est devenue très connue. Enfin, elle était déjà connue hein, parce qu'il avait fait un script avant LLM, avant les grands modèles de langage. Il avait développé un script pour extraire des données de PDF. Donc, c'est un Autrichien, il s'appelle Peter Steinberger. Et en novembre 2025,
sur son dépôt GitHub, il a fait un lancement initial sous le nom de CloudBot, cette fameuse plateforme d'orchestration. Et donc, il y a eu quelques problèmes. Il a eu quelques problèmes juridiques parce que CloudBot, c'est assez similaire à Claude, qui est le grand modèle de langage de Anthropic. Et donc, du coup, il a eu une itération avec un autre nom qui s'appelle Moltbolt. Et finalement, le nom final, c'est OpenClaw. Donc, je vous donne cette itération de nom parce que si jamais vous lisez la littérature, ça peut arriver qu'on vous parle de CloudBot. Et maintenant, le nom, c'est OpenClaw. Alors, c'est un projet open source, donc c'est une adoption rapide par la communauté de développeurs. Et en effet, en même pas quelques mois, donc il a eu plus de 213 000 étoiles sur GitHub. Ici, je vous donne le lien sur l'accès au dépôt OpenClaw sur GitHub. Alors, quel est le principe? C'est un changement de paradigme. Donc en fait, ici vous avez un tableau qui compare ce que c'est qu'un chatbot versus un agent. Donc en fait, quand vous parlez d'agent, on parle de système d'exploitation d'agent. C'est votre agent OS. OK? Donc au niveau des chatbots, vous êtes en mode réactif, c'est-à-dire il va ne parle que quand on lui parle. Donc vous allez solliciter ChatGPT, poser votre prompt et donc il va vous parler, il va vous donner une réponse. Alors que avec un agent web, c'est complètement différent. Là, c'est plutôt proactif. Donc vous avez ce qu'on appelle un heartbeat. Donc c'est un battement de cœur qui est positionné dans l'architecture OpenClaw et qui va en fait se réveiller pour accomplir des tâches. Donc ça peut être des tâches en arrière-plan, comme tout fait un bon système OS que vous connaissez comme Linux, iOS, Windows, etc. Toujours en comparaison, donc au niveau des chatbots, vous êtes dans un mode conversationnel, donc vous allez le chatbot, quand vous allez rentrer en conversation avec votre chatbot préféré, et donc il peut vous suggérer des actions, mais il ne va pas les exécuter parce que c'est un chatbot, il ne va pas les exécuter, alors que avec un système d'orchestration, il va exécuter des commandes. Donc, il va lancer des commandes shell, des commandes pour piloter des navigateurs, pour écrire des fichiers, etc. Toujours en comparaison, donc le chatbot, vous êtes verrouillé dans le cloud. Donc, par exemple, si vous utilisez ChatGPT, ben, vous êtes verrouillé avec ChatGPT de OpenAI. Si vous êtes dans Claude en chatbot, vous allez être verrouillé avec Claude d'Anthropix. Donc les données, en fait, les données appartiennent aux fournisseurs. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut avoir un grand modèle de langage local. Oui, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, eh ben, il n'y aura pas de partage de données. Par contre, en système agent OS, c'est agnostique en fait. Donc la confidentialité peut être locale. Et ce qui est intéressant avec les agents OS, c'est qu'en fait, à, à tout moment, je peux changer rappelez-vous, peut-être pas encore, un agent peut faire appel à des sous-agents. Comme en cuisine, vous avez un chef et un sous-chef. Eh ben, les sous-agents, par exemple, ils vont pouvoir appeler d'autres modèles. Si par exemple l'orchestrateur, l'agent principal appelle le modèle Haiku, il se peut que vous ayez un agent codeur qui, lui, va faire appel à un modèle moins coûteux comme Gwen 3.3, par exemple. C'est un modèle qui vient de Chine. Mais ça peut être aussi Opus, enfin le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc c'est ça l'avantage aussi des agents OS, c'est qu'ils ils sont multimodèles. Vous n'êtes pas verrouillé dans un modèle particulier. Alors regardons comment fonctionne OpenClaw. Donc OpenClaw a une architecture agentique. Ok, donc oh pardon. Il a une architecture agentique. Donc vous avez un agent central qui est piloté par un LLM.
Et cet agent a des compétences, aussi des outils. Par exemple, un agent peut avoir la possibilité de faire une recherche web, la possibilité de faire appel à Python, par exemple, ce genre de choses. Il a la capacité à exécuter des tâches concrètes et il interagit avec des systèmes externes. Donc, c'est l'architecture agentique. Alors, vous avez des exemples d'usage, par exemple la gestion automatisée d'emails ou de calendrier, la manipulation de fichiers, l'orchestration de workflows, multi-outils, etc. Vous en avez bien d'autres, hein. On peut s'appuyer sur un produit CRM comme Salesforce, par exemple, ce genre de choses. Donc, dorénavant, toutes les applications que vous connaissez en ERP ou ailleurs, elles vont être dotées de ce système d'orchestra- d'orchestration agentique. OK. Alors voilà l'architecture OpenClaw, je l'ai simplifiée en fait. Donc vous avez un utilisateur qui va utiliser un canal de message. Donc ici, dans la démo que je vais vous faire, je vais utiliser Telegram et je vais utiliser Discord, deux canaux. Mais ouais, ici on a WhatsApp, ici on a Messenger, et ici on a Slack. Donc c'est des exemples, hein, parce que si vous êtes en Chine, comme j'ai travaillé longtemps en Chine, vous avez un canal qui s'appelle WeChat qui est aussi très utilisé, qui est l'équivalent de WhatsApp et qui est d'ailleurs 100 fois mieux que WhatsApp. Donc voilà, un agent va utiliser un de ces canaux et puis donc votre message va être envoyé au cerveau de OpenClaw qui est ce qu'on appelle la passerelle. En anglais, ça s'appelle la gateway. Et en fait, ce message, il va être routé à un agent. Et cet agent a un cerveau, c'est le LLM, mais il a aussi des outils et des compétences. OK? Et après, je viendrai sur cette partie-là dans quelques instants. Je vais mettre le focus sur la passerelle. Donc, sur la passerelle, typiquement, vous avez le cerveau de OpenClaw et donc, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une gestion de session, on retrouve une gestion de routage de messages, on retrouve une gestion de file d'attente, on retrouve une section de WebSocket, c'est pour garder des connexions persistantes avec vos canaux en temps réel, ok? Vous avez un scheduler et vous avez donc surtout la gestion de session. Et vous avez donc votre message qui va être donné à l'agent runner qui va faire appel à votre agent, l'orchestrateur de votre plateforme. Donc, comme je vous l'ai indiqué, un agent s'appuie sur un LLM, ok, et puis cet agent est doté d'outils et de compétences. Donc, par exemple, dans la démo que je vais vous faire, l'agent est capable de faire une recherche web, par exemple. Il est capable d'appeler du Python et il est capable de faire une skills que Google pour, par exemple, lire mes emails ou alors ou alors lire mon calendrier, par exemple. Alors, ce qui est adossé à un agent, c'est ce qu'on appelle le workspace. Et donc, en fait, un agent, il aura au moins ces fichiers-là. Imagine, ces fichiers-là, ce sont des fichiers en mode Markdown. OK? C'est un format d'écriture de fichiers qui est beaucoup utilisé. J'utilise beaucoup Obsidian et d'ailleurs, je vous recommande d'utiliser Obsidian aussi. C'est un super outil pour prendre des notes, etc. Et donc qui comprend très bien les markdowns. Donc, j'ai fait d'ailleurs une démo sur Obsidian sur ma chaîne YouTube. Vous regardez ça. Donc, quels sont les fichiers? Donc, ça, c'est ce qui va monter en mémoire. Donc, en fait, vous avez ces fichiers-là, vous avez le agents.md. Et donc, en fait, dans ce fichier, vous allez donner quel rôle l'agent devra avoir, quel est quel- vous allez définir ses rôles, vous allez définir ses capacités et comment il doit répondre, il doit vous répondre. Vous avez le heartbeat.md, c'est toute la partie, ça va tracer l'état de l'activité et le rythme de vie de vos agents. Le soul.md, ça contient la personnalité de votre agent. Donc, dans le soul.md, par exemple, je vous en montrerai quelques exemples. Dans le sol.md, par exemple, je dis ben, ne sois pas très verbeux parce qu'il aura tendance, un agent
par défaut, il va vous donner beaucoup d'informations. Et si vous voulez éviter de consommer trop de tokens, puisque on a des jeux derrière, on exploite des jetons, vous lui demanderez de ne pas être trop verbeux à ce niveau-là. Après, vous avez le tools.md, donc ça liste les outils disponibles qu'il a là à sa disposition. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, le web search, ça peut être par exemple la compétence Google pour aller chercher des infos sur Google. Et vous avez donc un autre fichier qui est extrêmement important, c'est le user.md. Et le user.md, en fait, c'est vous. Il faut qu'il vous allez vous allez lui donner, alors dans le agent.md, vous allez lui donner un nom. Par exemple, mon agent s'appelle Blaise. Et pour le user.md, je me présente dans ce fichier-là, hein. Donc, et je dis, ben voilà, je suis Anne-Marie, appelle-moi Anna pour un message plus court, etc. Donc, toutes ces informations que vous voyez là, ils sont stockées dans la workspace de l'agent. Et donc, en fait, quand vous allez utiliser OpenClaw, l'agent principal va se déclencher. Et tout ceci va être monté en mémoire. Donc, quand il va dialoguer avec vous, il aura toutes ces informations en mémoire pour vous connaître et connaître quelle est son âme, le soul, et puis les outils qu'il a à sa disposition, etc. Vous avez un autre pavé qui est extrêmement important, c'est le memory. Et le memory, c'est la mémoire persistante de l'agent. OK? Donc, ça va stocker des informations apprises lors de votre communication avec votre agent. Alors, ce point-là, il est très important parce qu'en fait, grâce à ce pavé-là de memory, l'agent peut être auto-apprenant. En fait, il va se dire, ah bah tiens, j'ai mal réglé ce problème-là, je l'ai réglé, finalement, je l'ai réglé d'une autre façon, et donc il peut devenir auto-apprenant lui-même. OK? Alors, l'écosystème et les extensions, donc, comme c'est un projet open source, généralement, les projets open source permettent une évolution rapide de votre projet. Et donc, ben, on a des skills, donc des composants qui étendent les capacités de l'agent. Et puis, donc, vous avez associé à ce projet toute une communauté open source, donc pour un développement collaboratif, des contributions externes et des évolutions rapides. Donc, c'est l'avantage d'être dans une situation open source. Alors, les actualités récentes, donc OpenAI en février 2026 a recruté Peter Steinberger, qui est le créateur d'OpenClaw, donc il a rejoint OpenAI, mais rassurez-vous, le projet reste néanmoins open source et indépendant. Et en effet, si vous regardez les contributions de OpenClaw, c'est énorme en ce moment. Et dernièrement, là, en fait, cette semaine, en mars 2026, il y a eu un événement NVIDIA, donc on appelle ça les keynotes. Et donc, on a annoncé que l'adoption de OpenClaw pour un framework entreprise, et ce framework entreprise s'appelle NemoClaw. OK? Donc, l'avantage de NemoClaw pour les entreprises, c'est que vous avez quelque chose de plus sécurisé en termes de votre architecture OpenClaw, votre orchestrateur d'agents OS IA. Alors pourquoi c'est important? Ça montre un signal fort sur l'intérêt stratégique des agents autonomes et ça donne une indication d'un changement de paradigme dans l'IA. OK? Alors, quels sont les enjeux et les risques? Donc, la puissance des agents soulève des questions, donc, notamment de la sécurité. J'ai un chapitre là-dessus dans quelques minutes. Donc, la sécurité, c'est l'exécution d'actions automatisées. Donc, il faudra s'assurer que qui a le contrôle de l'accès, le contrôle et supervision, la gestion des permissions et les risques liés aux extensions non vérifiées. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, alors est-ce que on va le voir dans quelques instants. Je vais vous montrer les skills qui sont disponibles pour un agent. Vous en avez toute une foison. D'ailleurs, il y a même un site web associé aux skills pour OpenClaw.
Et donc, en effet, selon la manière dont les gens ont codifié leurs skills, ça peut être ouvert à des problèmes de sécurité. Donc, faites attention, si vous adoptez un skills de OpenClaw, assurez-vous que cette skill est quand même bien, qu'on a quand même quelques garde-fous au niveau de sécurité. Alors, pourquoi cela compte pour les développeurs? Cela change la manière de convertir une application IA, de concevoir, pardon, une application IA. Donc, vous allez passer du modèle conversationnel que vous aviez l'habitude d'avoir au modèle opérant. On intègre de l'IA dans des workflows réels. Ça signifie que vous allez avoir des nouveaux défis d'architecture. Et donc, c'est l'importance d'avoir une reproductibilité des environnements. Donc, comme on vous l'indique, on ne conçoit plus seulement une interface, mais une architecture d'orchestration. Ok. Bon, car en effet, on est maintenant sur une ingénierie agentique. Ok. Et j'aime bien Andrzej Karpathy, et je suis fan de lui. Et en fait, certains d'entre vous le connaissent déjà. Andrzej Karpathy, c'est la personne qui a travaillé chez Tesla, par exemple, pour faire les voitures autonomes, etc. Et donc, il a fait un post, un X sur la programmation à l'ère des agents IA. Et voilà ce qu'il en dit. C'est avant, les développeurs écrivaient du code ligne par un éditeur, comme Cursor ou Visual Studio, etc. Aujourd'hui, on lance des agents d'IA, on leur donne des tâches en langage naturel, puis on supervise et améliore leur travail. Les développeurs travaillent à un niveau d'abstraction plus élevé. Des orchestrateurs d'agents, donc il appelle ça les clauses, coordonnent outils, mémoire et plusieurs instances de code en parallèle. Et cette approche, l'ingénierie agentique, offre un effet de levier énorme pour créer des logiciels plus vite et plus puissants. C'est pour ça que l'adoption de OpenClaw a été phénoménale, hein. C'est incroyable. En quelques mois, et notamment une grosse adoption en Chine. Pourquoi? Parce que c'est open source. Donc, vous avez énormément d'applications qui sont maintenant pilotées ou de systèmes qui sont pilotés par OpenClaw. Alors, voyons les agents et les agents secondaires. Donc, en anglais, on parle de subagents. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, faites attention, je vous recommande de mettre en œuvre avec OpenClaw. Donc, avec OpenClaw, vous aurez déjà un agent, mais je vous recommande rapidement de mettre en œuvre des sous-agents. Ok. Donc, vous aurez par exemple un sous-agent qui va pouvoir faire du développement, un sous-agent qui va pouvoir faire de la recherche, ce genre de choses. Alors, pourquoi ne vous limitez pas à un seul agent? Parce que, en fait, avec un seul agent, vous avez votre fenêtre de contexte qui va grossir sans cesse. OK? Donc, par exemple, la recherche du lundi sur un sujet donné va être mélangée avec le debug Python du mercredi, par exemple. Ou les posts LinkedIn vont être influencés, pardon, par des conversations techniques. Donc, ça signifie que votre prompt système explose et que la qualité baisse. OK? Donc, ce qui est important à retenir, c'est que quand votre agent essaie d'être chercheur, développeur et community manager en même temps, il excelle dans aucun des trois, en fait. Alors, il y a un signal d'alarme, faites attention. Alors, pourquoi ce signal d'alarme? Parce que rappelez-vous, je vous ai dit qu'un agent va fonctionner avec un workspace. Donc, dans ce workspace, vous avez l'agent.md, le sol.md, le user.md, etc. Et toutes ces informations sont montées en mémoire. OK? Donc, votre contexte, pour vous, ça peut être 30 000 tokens, mais ça s'ajoute à ce contexte toutes les informations montées en mémoire. Pensez à ces fichiers de contexte comme agent.md, sol.md. Pensez que c'est en fait comme des prompts, système, mais modulaire et persistant et pilotable. Ok. Donc, tous ces fichiers .md là, que je vous ai mentionnés, pensez à ce que ça soit des prompts système, mais modulaires, puissants et pilotable.
Alors oui, pour le signal d'alarme en contexte 30 000 tokens, ça peut donc déclencher une réponse hors sujet parce que la mémoire va fuir entre les différents rôles. OK? Alors là, donc mon agent, je l'ai appelé Blaise. Blaise, l'agent orchestrateur s'appelle Blaise, l'agent principal, en référence à Blaise Pascal. OK, le philosophe et mathématicien. Donc, comme je vous l'indique, en termes d'architecture pour la démo, là, j'ai donc Blaise qui est l'orchestrateur principal et Blaise a deux canaux de messages, c'est Telegram et Discord, et c'est des points d'entrée uniques. Ok, donc après, j'ai un agent sub-agent recherche, research, qui va lui s'appuyer sur DeepSeek V3.2 pour instancier une demande de recherche. Vous avez un agent qui s'appelle Coder qui va donc travailler avec un modèle gratuit aussi. J'essayais de minimiser les coûts dans mon approche multimodèle. Et donc, j'ai un modèle Qwen 3 Coder qui a donc cet agent-là un environnement de travail isolé pour faire son codage. Donc, c'est l'avantage des sous-agents, c'est que ils vont travailler dans des espaces cloisonnés, en fait. Donc, ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'interférence avec l'orchestrateur principal. Et vous pouvez avoir un autre agent contact avec un agent éphémère du type rédaction LinkedIn, sur Twitter ou Instagram, par exemple. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux, par exemple, pour publier des informations sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça marche? Vous envoyez une demande à Blaise sur Telegram ou sur Discord, hein. Là, c'est un exemple avec Telegram. Et Blaise détecte le type de tâche et va instancier le bon sub-agent. Et le sub-agent va travailler en isolation. Donc ça, c'est l'avantage des sub-agents, c'est qu'il a son propre contexte. Et donc, il n'y a aucune contamination avec aucune fuite avec les autres agents. Et le résultat revient à Blaise et il vous le présente dans votre fil habituel. Donc, ce que vous gardez, un seul interlocuteur, donc c'est par exemple Blaise avec Blaise, et ce que vous gagnez, c'est des experts à la demande. Ok, donc, c'est ça l'avantage d'une architecture d'agents IA. Alors, pour les sous-agents, il est important de noter ces clés du succès. Donc, quand vous allez définir un sous-agent, pareil, vous allez devoir lui donner du contexte. Donc, par exemple, vous aurez au minima un fichier dans son cloisonnement, vous aurez un fichier agents.md dans lequel vous allez indiquer un rôle clair, une seule mission, ne donnez pas d'ambiguïté pour une meilleure réponse. Vous avez un contrat d'entrée, qu'est-ce qu'il va devoir faire, un contrat de sortie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en sortie prévisible, est-ce que c'est du code Python, est-ce que c'est de JSS, est-ce que c'est de l'HTML, CSS, JavaScript, est-ce que c'est du JSON, enfin bref, ce qui est prévisible en sortie. Vous avez des périmètres, les outils qu'il va pouvoir utiliser, donc ce que l'agent peut faire, donc par exemple utiliser Python, faire de la lecture, de l'écriture, de l'exécution et accéder au web. Vous avez des périmètres de décision, ce qu'il décide seul, ce qu'il doit escalader, donc ce genre de choses, des critères de succès. Est-ce que terminer veut dire, qu'est-ce que terminer veut dire? Donc, de lui donner des informations sur quand il dit que c'est terminé, en critère de succès. Les gestions des erreurs, donc qu'est-ce qui arrive s'il y a une erreur, le fallback, etc. Et les gestions du contexte, donc s'il y a trop de contexte, vous risquez d'avoir une dérive et pas assez de contexte, vous allez avoir de l'hallucination. Donc ça, c'est des clés de succès à avoir en tête quand vous allez faire les sub-agents. Je vous en montrerai un exemple. Alors, rappelez-vous, un agent a des compétences et en fait, ici, vous avez l'accès au fameux site de compétences de OpenClaw. Donc, je vais vous le montrer. Hop, rapidement. C'est là. Voilà, vous êtes sur clubhub.com.
AI. Donc là, je suis connectée. Ok, donc là, je suis connectée ici. Et donc là, je vais par exemple faire un browse de skills. Alors, si je viens à la racine, vous avez les skills les dernières skills, si vous voulez, donc les plus utilisées. Et sinon, vous allez pouvoir faire un browse skill et vous allez par exemple demander celui que j'ai utilisé là pour cette démo. Il s'appelle GOG, GOG pour Google. Et donc, voilà. Quand vous l'ouvrez, il va vous dire Google Workspace for Gmail, Calendar, Drive, Contact, Sheet and Docs. Donc, vous voyez, vous avez la security scan et donc c'est bénigne. Donc, éventuellement, vous pouvez voir le report, mais bon, je l'ai utilisé, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous voyez le fameux skill.md. OK, donc c'est ça en fait. C'est ce que vous avez. Vous pouvez vous-même créer un nouveau skill, ça. Et lui-même va le. Donc voilà, donc ça va être donné à mon agent qui va comprendre qu'il a cette skill-là et qu'il va devoir accéder à- aux applications Google. Alors, c'est pas aussi simple que ça, hein, il y a ça, mais après, il y a toute une installation à faire. Donc, vous allez faire un install bro, ok, voilà, vous installez ça, et vous allez faire bro install, blablabla, et donc après, vous aurez des. Bon, je vous laisserai lire. Vous avez pas mal d'instructions sur YouTube ou ailleurs pour vous dire comment installer ça. Mais voilà donc ce que c'est qu'une skill. En fait, pour OpenClaw, une skill, c'est un fichier toujours pareil, MD, parce que c'est là où il constitue son environnement de mémoire, en fait. C'est son prompt system, si vous voulez. Ok, donc par exemple, je peux faire aussi une autre skill, ça s'appelle Nano Banana. C'est pour ceux qui connaissent Google. C'est un super modèle pour générer des images. Et donc, pareil, vous aurez un skills, voyez là, juste le skill.md et voyez le genre de skill qu'on met à l'intérieur. OK? Donc, vous avez le skill.md, il y a même un fichier de Python associé. Voilà. Donc, et donc là, vous allez télécharger ce, ce skills et l'installer sur votre environnement OpenClaw. OK? Alors, je reviens sur ma présentation. C'était pour vous montrer la structure des skills, en fait. OK, donc qu'est-ce qu'un skill? Un skill, c'est une capacité actionnable exposée à l'agent. Donc, par exemple, le fameux Google Gog, là, je l'expose à l'agent. Alors, ce n'est pas une réponse texte, c'est une action structurée. Donc, quand l'agent va regarder le skill de Gog, il va savoir comment utiliser cette compétence en fait. Donc généralement, un skill, c'est une action structurée. Donc vous avez un nom, un schéma d'entrée avec des arguments, une logique d'exécution et des périmètres d'accès définis. Donc grâce aux skills, vous transformez votre LLM hein, que vous utilisez par exemple en conversationnel, vous le transformez votre LLM de passif en agent opérant. Donc, un agent sans skill, c'est ChatGPT, et un agent avec skill, c'est un opérateur. Il va pouvoir prendre action par rapport à des skills, des compétences. OK? Donc, vous avez différents types de skills. Vous avez ce qu'on appelle les skills système, donc lire, écrire des fichiers, exécuter une commande, accéder à une API interne. Ou alors, ça peut être des skills business, créer un lead, publier sur LinkedIn, générer une facture. Ou alors, ça peut être des skills orchestrateurs, donc comme par exemple, appeler un workflow NAN, etc. OK? Alors, faites attention, donc comme je l'ai montré, la sécurité des skills, donc on vous les indique d'ailleurs, hein, quand vous avez vu quand j'ai été sur Clubhood AI, il vous indiquait le niveau de sécurité. Donc, faites attention parce que bon, les skills sont des points de surface critiques, puisque en fait, ils vont définir un périmètre minimal, ils vont valider une validation stricte des inputs, la journalisation des appels. Donc généralement, c'est pour ça qu'on passe par des subagents pour les cloisonner, voire même éventuellement, vous pouvez avoir un Docker qui travaille uniquement avec vos sous-agents, par exemple.
Et donc, vous allez devoir donner des permissions par rôle. Donc, faites attention à ça. Le danger, c'est pas le modèle. Le danger, c'est ce qu'il peut toucher. OK? Grâce aux skills. OK? Donc, formation importante niveau sécurité. Alors, j'ai fait un petit distinguo entre skills versus tools. Donc, pour en termes de concept, les LLM, c'est votre raisonnement. Les skills, ça va être une action encapsulée. Les tools, ça va être une implémentation technique. Et le workflow, c'est une orchestration multi-skills. En fait, on doit faire pas mal de choses. Donc, comme on vous l'indique, un skill, c'est l'interface contractuelle et le tool, c'est son back-end, en fait. OK. Alors, j'ai fait un petit distinguo entre, on parle beaucoup d'orchestration avec OpenClaw et j'ai fait un petit distinguo entre l'orchestration OpenClaw Skills versus N8N. Ok, donc vous avez en fait deux manières d'orchestrer l'action, donc relation réelle, et je vous montre ici une relation réelle entre les deux. Généralement, ça ne va pas être skills ou N8N, c'est souvent le LLM qui s'adosse à une skill et qui va faire appel à un workflow N8N. Je vais vous en faire une démo j'ai deux workflows N8N là. J'ai un workflow LinkedIn et un workflow de RAG. Ok, donc pour accéder à une base de connaissances externe. Donc, le skill devient la porte d'entrée intelligente et NEDN devient le moteur d'exécution robuste. Ok, donc, nous allons, en fait, on va vers un modèle hybride. Donc, l'agent décide, appelle une skill et déclenche un workflow NEN, par exemple. En somme, un skill donne l'initiative, NEN donne la structure. Ok, donc, souvent, souvent, je vois des posts passer disant, ouais, NEN, c'est plus ça devient deprecated, ça devient inutile, mais en fait, détrompez-vous, c'est N8N donne vraiment une structure plus rigoureuse de votre flux de traitement par rapport à une gestion pure LLM avec des skills. Alors, j'ai fait un point important sur la sécurité, donc je vous donne en lien ce document-là, c'est le document de OpenClaw par rapport à la passerelle Gateway, donc par rapport à la sécurité, hein, puisque la passerelle, c'est votre cerveau OpenClaw, hein. Et donc, je vous recommande, on va passer en revue ces aspects de sécurité. Alors, j'aime bien parce que OpenClaw, rappelez-vous, c'est un projet perso presque hein, du développeur Peter Steinberger et ça a pris tellement de succès puisque c'est un projet open source que finalement, beaucoup de gens se sont ah, j'ai ma sécurité, ceci et cela. Et il est un petit peu agacé, Peter Steinberger, parce qu'il dit OpenClaw est à la fois un produit et une expérimentation. Vous connectez des modèles d'IA de pointe à de vraies interfaces de messagerie, à de vrais outils. Il n'existe pas de configuration parfaitement sécurisée. Et je suis assez d'accord avec lui. Bien sûr, il faut toujours tendre vers l'optimal, mais voilà, hein. Donc, le principe clé en termes de sécurité, c'est être intentionnel sur trois points. Qui peut interagir avec votre bot, où le mode où le bot est autorisé à agir et ce que le bot peut manipuler, outils, fichiers, systèmes, etc. Et la bonne pratique, c'est commencer avec le niveau d'accès minimal, ok? Observer et tester le comportement du système et puis élargir progressivement les permissions avec l'expérience. Donc ça, c'est assez classique hein, de toute bonne gestion d'un système d'exploitation, d'orchestration. L'idée centrale, c'est que la sécurité des agents IA n'est pas un état parfait, mais un processus de contrôle et d'ajustement en continu. Donc, en effet, c'est toujours un ajustement continu, la sécurité. OK? Alors, cela dit, je vous donne ici une checklist rapide de la sécurité OpenClaw avant le déploiement en production. OK?
Avant d'utiliser OpenClaw en production, vérifiez ces points essentiels. Donc, l'utilisateur système, ne pas exécuter OpenClaw en mode root. Les ports et accès réseau, la gateway. Donc, la gateway, par défaut, elle est sur ce port-là. Donc, il faut tout de suite le changer pour un autre port. Donc, la gateway ne doit pas être sur 18 789. La gateway doit être liée à 127.0.0.1 ou à une IP telle scale. Donc moi, pour mon environnement, j'ai installé, donc j'ai une gateway qui est différente et j'ai installé aussi Telscale. Telscale, c'est votre VPN pour OpenClaw. Et donc, surtout éviter 0.0.0.1, et c'est accessible à tout Internet, comme tout le monde, enfin, certains d'entre vous doivent savoir. Alors, les contrôles des accès, donc vérifier la présence d'une liste alloforme dans la configuration. Quand on dit configuration, c'est la configuration OpenClaw, c'est un fichier JSON. Cette configuration, vous avez une instruction du style alloform et vous allez indiquer, ben, seul, par exemple, l'utilisateur, seul Discord et Instagram peuvent utiliser la passerelle et puis peut-être que avec un utilisateur bien particulier qui est utilisé à passer par la passerelle OpenClaw. Protection serveur, donc là aussi c'est UFW, c'est Uncomplicated Firewall. Donc on vous demande de l'activer et de donner strictement les ports nécessaires pour votre implémentation. Ça aussi, je l'ai installé sur mon environnement, Fail to Ban. Ça va vous permettre de bloquer des tentatives d'intrusion. Donc, et puis, vous avez aussi la sécurité des fichiers. Donc, vous avez ce fameux fichier de configuration d'OpenClaw qui s'appelle openclaw.json. Et donc, il faut qu'il soit en permission 600. La permission 600, c'est seul le propriétaire peut lire et écrire dans ce fichier. OK? Ensuite, toujours au niveau des clés d'API, on continue dans les- la checklist. Donc, au niveau des clés d'API, donc, assurez-vous d'avoir aucune clé en visible dans les fichiers de configuration. Vos clés doivent être dans un fichier .env. Et d'ailleurs, GitHub, j'ai remarqué ça, si jamais vous laissez dans un fichier de configuration votre token XYZ, GitHub va le chanter en fait. Il va vous le supprimer ce token. Et il va vous dire c'est pas bien ce que vous avez fait, etc. Ensuite, vous avez donc les sécurités d'exécution. Donc, qui peut exécuter? Donc, pareil, hein, c'est le fameux Allolis qui va vous le permettre. Et donc, généralement, ce que l'on vous demande, c'est de faire des isolations d'agents. Donc, au niveau de, si vous avez, par exemple, moi, je suis sur une image Docker. Et j'ai qu'un seul Docker, mais par contre, les agents sont dans des sous-répertoires différents. Donc, ils sont cloisonnés par rapport au répertoire principal de mon agent. Donc, vérifiez que Docker est disponible pour s'embosser des sous-agents. Ok. Donc, et l'objectif, c'est atteindre un score de sécurité de 10 sur 10 avant déploiement. Ok. Et pourquoi ça? Pourquoi la sécurité, c'est central? En 2026 parce que les LLM ne sont plus isolés, ils ont accès à des outils, ils déclenchent des actions, ils manipulent des données sensibles et en fait on passe de textes générés à des systèmes agissants, hein. Donc on part d'un chatbot à des systèmes agissants opérationnels. OK? Alors je vais vous faire une démo. La démo, quand je vais vous la faire, observez comment un agent en action. Donc, regardez trois choses, comment il interprète la demande, comment il sélectionne un skill et comment il exécute une séquence d'action. Alors, durant cette démo, mon agent s'appelle Blaise, c'est mon agent personnel et je vais lui demander qu'il vous présente un aperçu de la configuration OpenClaw. Donc, il va vous indiquer qu'on a deux canaux de messagerie, le Telegram et Discord qui ont été configurés. On a des compétences skills, donc les compétences, c'est GOG et GitHub. Et puis là, je vais vous faire un RAG. Donc,
j'ai une base de connaissances que j'ai faite avec Google Gemini File Search. Cette démo, cette présentation et démo, je l'ai faite il y a en fin d'année 2025. Et, euh, et donc, j'ai repris cette démo pour l'ajuster avec OpenClaw. Donc, en termes de démo, c'est une démo N8N. En termes de démo N8N, pour le RAG, j'en ai fait deux. J'en ai fait une avec Supabase, qui est aussi un système de RAG en termes de embeddings, etc. Et j'en ai fait un autre avec le dernier API de Google qui s'appelle Google Gemini File Search. Ok, ces démos-là, je l'ai faites fin décembre. Et donc après, je vais demander j'ai un agent développeur, c'est un sous-agent, je vais lui demander en fait qu'il me modifie un développement que j'ai fait. Et si on a le temps, je vais lui demander qu'il me crée un dashboard. Un dashboard. Et enfin, je vais vous montrer la possibilité de faire du scheduling, de la planification. Voilà, donc juste encore un autre slide. L'infrastructure, donc comme je vous l'ai dit, je suis sur un environnement virtual private server, donc sur Hostinger. Et donc j'ai sur ce VPS, j'ai un container Docker. OK? Et donc, ce container, il va être disponible, il va être accessible avec OpenClaw et via deux canaux, Telegram et Discord. Et c'est tout ceci géré par le framework OpenClaw. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit qu'en fait, vous allez pouvoir, quand vous êtes en mode chatbot, vous êtes verrouillé sur un modèle. L'avantage des systèmes d'orchestration d'agents, c'est que vous allez pouvoir solliciter différents modèles selon les tâches que vous voulez faire. Alors voilà ma stratégie de routage des modèles. Donc j'ai demandé à ce que mon budget est frugal, frugal, et donc je ne veux pas y dépenser trop. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir comment il s'adapte. Donc, j'ai fait une approche hybride. Donc, j'ai des modèles gratuits pour la majorité des tâches et payants uniquement quand c'est nécessaire. Alors, je vous ai présenté un tableau là. Donc, tout ce qui est chat, je vais utiliser OpenRouter. Et OpenRouter, vous pouvez le configurer pour qu'il fasse un choix automatique. Donc, c'est lui-même qui va dire, vous lui dites, eh ben, je veux un choix automatique, mais sur quelque chose de gratuit. Et donc, lui-même va vous faire cette direction. Après, pour Python, pour le codage Python, React, Next.js, je lui ai demandé d'utiliser Qwen 3. C'est un modèle chinois qui est gratuit et très performant via OpenRouter. Ensuite, pour tout ce qui est raisonnement complexe, etc., je lui ai demandé d'utiliser encore un autre modèle chinois qui s'appelle DeepSeek 322 par le biais de OpenRouter, qui est aussi gratuit. Et par contre, tout ce qui est sécurité, etc., je préfère passer par un modèle payant, enfin Claude Haiku, qui est pas très cher hein, en termes d'utilisation de tokens, et donc pour m'assurer d'avoir quelque chose de valide. Donc pour tout ce qui est sécurité, etc., c'est Claude Haiku, et pour les tâches complexes, multi-bêta, ça va être Claude Sonnet ou 4.5. Donc, la philosophie de ce routage de modèle, c'est gratuit en priorité, donc payant uniquement si les limites sont atteintes ou si la fiabilité est critique. Les tâches d'infrastructure de sécurité utilisent toujours un modèle fiable et cohérent. Donc, on parle d'hygiène de tokens. Donc, en fait, je veux des réponses concises, sans rembourrage, sans verbiage et l'escalade est raisonnée. Donc, si jamais il ne trouve pas son bonheur, il peut toujours escalader sur un autre modèle. Et donc, ça vous donne une idée. Là, bon, j'ai pas trop encore utilisé OpenClaw, mais voilà, en 445 requêtes, ça m'a coûté moins de 2 euros. Le coût était presque nul, en fait. OK? Alors, bon, j'arrive tout de suite à la conclusion, c'est pas grave. Comme ça, après, on se concentre sur la démo. Donc, ce que nous venons de voir, c'est une révolution technique isolée. C'est un changement de paradigme, je crois qu'on dit en français. On passe d'un modèle conversationnel à un modèle agentique opérant. La vraie question
n'est pas est-ce que ça marche, mais comment l'architecturer proprement, comment le sécuriser, et comment le rendre reproductible. Donc ça, c'est important, hein, parce que souvent, je vois des posts où ouais, ça marche pas, gna, gna, gna. Il y a beaucoup de... Il y a, en fait, là, il faut vraiment circonscrire votre architecture, hein. Donc, voilà, c'est un framework. Donc, il faut bien le structurer. D'où le fait que vous avez NVIDIA qui propose un framework entreprise, NemoCloud, parce que ils ont, eux, des ingénieurs sécurité qui sont très chevronnés et qui ont certainement fait un framework Open Cloud entreprise très, très performant. Alors, ce qui est fascinant, c'est que ce projet reste open source, même après le recrutement de son créateur par OpenAI. Cela montre que l'évolution agentique dépasse les entreprises individuelles. Et en effet, comme je vous l'indiquais, en Chine, l'adoption de OpenClaw est explosive. C'est incroyable. Donc voilà. Alors on va passer à la démo. Alors pour la démo, j'ai une anti-sèche. Alors déjà, je vais vous montrer le Hostinger. Non, je vais vous montrer mon environnement. Donc voilà, je suis sur Hostinger. OK. Et donc là, eh ben, vous avez la possibilité. Donc là, ici, je suis sur cette configuration-là. OK. Et donc, vous allez pouvoir accéder à OpenClaw. Donc, je l'ai déjà lancé. Donc, voilà le dashboard de OpenClaw. Et donc, en fait, OpenClaw, quand vous allez le lancer, il va vous demander un jeton pour rentrer dans votre dashboard. Et donc là, vous cliquez, par exemple, si vous prenez ce jeton-là et vous le cliquez au niveau de l'accès. Alors ici, vous voyez, je vous montre pas l'overview parce que dans l'overview, en clair, il y a le jeton d'accès, donc j'ai pas envie que vous l'ayez. Et donc, vous voyez, là, je suis sur un Telscale, là. J'ai une adresse Telscale d'accès. Et donc, l'overview, je ne vais pas le vous montrer, mais par exemple, vous voyez, on a les, les chaînes que j'utilise, les instances qui sont... Donc là, j'ai nettoyé, donc il n'y a qu'une instance qui tourne. Les sessions, donc voilà, l'usage, etc. Vous pouvez avoir pas mal d'informations. Ce qui est intéressant, c'est les agents. Donc, vous voyez que vous avez en fait, j'ai deux agents de configurer, le main et le codeur. Donc, le codeur, c'est un sous-agent. Le main, il va vous dire bah, déjà où est-ce qu'est son workspace, vous voyez. Donc, ensuite, il va vous dire sur quel fichier il va se trouver. Donc, le workspace, c'est ici. Quel fichier il va utiliser, donc agent MD, etc. Est-ce que je clique? Oui. Donc là, si vous cliquez dessus, il va vous dire, ben voilà ce que fait l'agent MD, blablabla. J'ai- Et là, c'est le sol. Donc, who Blaze is, donc you are Blaze, not a chatbot, a sharp capable. Voilà, ça, c'est ce que je lui dis, etc. Les types d'outils qu'il va y avoir. Donc, je lui ai dit qu'il y travaille sur un environnement hébergé avec GOG en calendrier, par exemple. Le user, donc le user, c'est moi, donc qui je suis, donc name, oups, view, actual size, qui je suis, donc blablabla, etc. Et donc, vous avez les tools et vous avez les skills. Donc, les skills, l'interface est très mal faite, je trouve, mais bon, faut faire avec. Et donc, les skills, vous voyez, vous avez ici, vous avez 51 skills de disponibles. Et donc, certaines sont pas mises en œuvre. Mais par exemple, je vous montre, par exemple, j'ai le skill Discord qui est mis en œuvre. J'ai le skill Google Issue qui est mis en œuvre. Pardon, le GitHub Issue qui est mis en œuvre. GitHub qui est mis en œuvre. Et le GOG, par exemple, vous voyez. Voilà, donc là les skills, on les a vus. Et puis voilà, donc après vous avez le fichier config. Donc c'est le fameux fichier de configuration de OpenClaw. Donc là aussi, je trouve que vous allez pouvoir accéder à différentes sections, par exemple les agents,
euh, l'authentification, etc. Mais le mieux, enfin moi ce que je préfère, c'est carrément aller en RAW. Et donc là, vous avez ben, la configuration OpenClaw. Je ne vais pas vous la montrer, mais voilà. Ok, voilà. Donc on a fait un petit tour sur mon environnement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon anti-sèche. Donc je vous ai préparé plusieurs démos. La première démo que je vais faire, c'est on va utiliser Telegram et je vais demander à Blaise de m'afficher et de me donner un aperçu très concis de sa configuration actuelle. Donc je vais faire ça, ok? Et je vais aller dans Blaze. Voilà, donc je suis dans Blaze ici. En fait, j'ai deux bots. J'ai le Blaze RAG on verra avec le RAG et Blaze. Donc lui, c'est mon orchestrateur principal. Donc là, je vais faire ça et je lance. Et donc, normalement, j'aurais dû faire Hey, est-ce que tu es là? Mais bon, normalement, il devrait me répondre. Voilà. Et voilà. Donc, il vous donne voilà, le modèle par défaut, c'est Haiku, donc Cohen Coder. Le statut, donc, il voit qu'il a le codeur agent. OK. Et il a des outils. Donc les fichiers de lecture, il peut faire accéder au browser, au cron, au web search, gateway, etc. Les canaux. Le workspace, donc voilà où il se trouve, et puis le workspace du codeur, vous voyez, c'est deux workspaces différents. Un, ça c'est l'agent principal, là c'est l'agent principal, et là c'est l'agent codeur. Ok, donc ils ont deux, c'est isolé en fait. Donc j'ai un workspace codeur et avec un répertoire output éventuellement. J'ai la sécurité, donc isolated Docker, token authentication, zéro secret in output. Et donc là, au niveau du budget, je sais les limites. Je lui dis, ben, en fait, bon, j'ai quand même un budget de 40 euros, mais en fait, je veux pas que tu y dépenses quoi que ce soit, ou très peu. Donc, si c'est supérieur à 2 euros, tu me dis ce qu'il en est, OK? Donc, et donc, il a vu que c'est free ride first, OK? Donc, voilà première exposition de ma configuration. Donc, ça, c'est ce qu'il me retourne. Maintenant, donc là, on a vu Telegram. Maintenant, je vais vous montrer LinkedIn. Donc, pardon, je vais vous montrer Discord. OK? Donc, un autre canal de messages. Donc, pour ça, j'ai créé un répertoire. Je vais vous montrer ça. J'ai créé un serveur Discord qui est le mien, hein. Donc, ça, c'est facile. Je vais pas voilà, c'est facile avec Discord. Vous arrivez ici à la racine et vous dites, OK, crée-moi un répertoire. Faites un plus là pour éventuellement inviter d'autres personnes. Aidez-vous pour la toute configuration, aidez-vous de ChatGPT ou Claude. Moi, j'ai pas mal utilisé Claude au tout début parce que je découvrais en fait tout cet environnement. Et après, donc Claude m'a pas mal aidé pour configurer tout ceci. Mais après, maintenant, maintenant, je me, pa- me base plus sur Blaze parce qu'en fait, par exemple, le sous-agent, la première fois, j'étais étonnée qu'il n'utilise pas le bon routage du modèle. Et donc, je lui dis, mais comment ça se fait que tu ne prends pas le bon routage? Et il me dit, ben, il y a un problème de configuration au niveau de l'instanciation du sous-agent. Alors, je lui dis, ben, est-ce que tu peux le régler? Et hop, il me l'a réglé. C'est ça qui est sympa avec OpenClaw. OK, donc là, je suis sur LinkedIn. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire sur LinkedIn? Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans LinkedIn, je vais envoyer un brouillon d'une idée. OK? Et puis, je demande, en fait, à Blaise, je vais lui demander, bah, tu vas prendre cette information-là, linkedinworkflow.md, donc je peux vous le montrer, pour lui dire comment il doit structurer le brouillon que j'ai fait pour un post marketing sympathique pour LinkedIn. OK. Donc, par exemple, l'événement déclencheur, c'est quand Marie dit l'une de ses phrases, publie un post LinkedIn ou crée un post LinkedIn, etc. La procédure, ça va être ça. Alors, la procédure,
elle va faire appel à un workflow N8N. Donc, ce workflow, je l'avais construit auparavant. Donc, j'avais un formulaire dans lequel je mettais le titre de mon, de mon post LinkedIn, le contenu le sujet sur lequel que je veux traiter, donc le post content, le type de contenu, est-ce que c'est inspiration, tutoriel, actualité ou promotion, et le ton qui doit être donné. OK? Et donc ici, je donne comme je m'appuie sur ITNN, dans mon workflow ITNN, en tout début de mon workflow, j'ai un webhook. Et donc là, je lui donne l'accès à ce webhook-là. OK. Et donc, le body de ce qui va, il va créer une structure JSON dans laquelle j'aurai ce genre d'informations. Et là, je deviens encore plus explicite. Je lui dis, tu vas t'assurer de faire cette commande-là pour lancer le processus ETN. Et donc, il va me donner un poste non pas brouillon, mais très clair sur le sujet que je lui demande. Et donc, va me donner le résultat dans ma chaîne LinkedIn, dans Discord. Alors, pourquoi j'ai utilisé Discord? Parce qu'en fait, l'avantage de Discord, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez, j'ai créé plusieurs chaînes. Et donc, au OpenClaw, je lui dis, il a connaissance de toutes ces chaînes-là. Donc, je vais pouvoir à tout moment, par exemple, aller sur Research et demander quelque chose à Blaise sur Research. Ok. C'est l'avantage d'être en plusieurs types de structures d'information. Apparemment, c'est possible avec Telegram, mais c'est un peu plus complexe à faire. Donc, j'ai simplifié la chose et finalement, ça me va bien. Tous ces topics là, toutes ces chaînes. Donc là, j'ai la search, research là. Donc, on va être sur LinkedIn là. Et alors, je vais vous montrer comment on appelle ça. Donc, je reviens ici. Et donc, je lui donne un exemple. Ça, c'est bien aussi dans vos fameux fichiers de, d'agents. Donc là, par exemple, c'est moi, mais bon, je vais dire Blaise publie un post LinkedIn. Donc, je lui donne, vous voyez, la structure le titre, le contenu, le type et puis le ton. Vous voyez? Donc, je lui donne ce genre de structure. Et donc, je lui dis, tu extrais ces quatre champs et tu appelles le webhook avec le. Voilà. Donc, je lui donne l'auteur, c'est moi, etc. Donc, on va faire je vais venir sur mon anti-sèche et on va faire un petit essai de prompt. Donc, comme je vous l'ai dit, j'envoie un brouillon ou une idée à Blaise à travers ma chaîne LinkedIn. Et donc, lui, il va restructurer le contenu, il va optimiser le message et il va l'adapter au ton que je lui demanderai dans mon post, dans le prompt que je vais lui donner. OK, donc après, NEN va traiter cette demande et il va me retourner l'information. Donc là, par exemple, voilà mon prompt, vous voyez, je dis, alors je vais peut-être changer, qu'est-ce que je fais? OK, je vais prendre ça, on va voir ce que ça va donner. Donc les développeurs qui maîtrisent les agents IA auront 10 fois plus d'avance. Contenu, donc ça c'est le titre. Aujourd'hui, coder ne suffit plus. Les meilleurs orchestres des agents, code, test, doc, déploiement. Exemple, PRD, d'un PRD, donc Product Requirement Description, on va vers les fonctionnalités, des tests auto, etc. Et je dis, bah, c'est une inspiration d'un post LinkedIn que je vais faire et que c'est professionnel. Donc, je prends cette information et donc, vous voyez ici, je suis sur ma chaîne LinkedIn, donc je vais faire un arrobas et là, je vais appeler mon, mon orchestrateur Blaise, qui est aussi sur Discord. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une configuration. Je laisse ça de côté. Mais voilà, toute cette configuration, vous pouvez demander à Claude de vous la faire, ou même, bon, n'importe quel modèle vous permet de le faire. Donc voilà, voilà ce que je dis, Jean Blaise crée un post LinkedIn, le titre, le contenu, etc. Donc le contenu, c'est tout ça. Et puis le type d'intégration, voilà. Et donc je lui envoie cette information.
Et vous voyez, là, tout de suite, il y a Blaise qui commence à s'interroger. Plus, OK. Et puis, il vous donne cette information-là déjà. OK. Donc, il me le fait 2 fois. OK. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a pas utilisé le... Bon, c'est pas grave. Attendez. Ah, ouais. Bon, attendez, je vais voir Donc, je vais vous montrer mes workflows dans LinkedIn. Donc, ici, OK. Donc, ça, c'est mon workflow. Vous voyez, c'est le webhooker que j'ai donné. Il va construire le prompt. Donc, je reviens sur le début, pardon. Euh, pardon. Je reviens ici, le webhook. Donc, voyons, c'est ce je lui donne à Blaise. Il va construire un prompt. Donc, là, c'est le prompt système. Tu es un expert LinkedIn pour Anne-Marie, blablabla, etc. Ensuite, on va utiliser DeepSeek. Donc, là, c'est la connexion OpenRouter et le compte pour DeepSeek. Là, je vais extraire la réponse. OK, donc on récupère toute la réponse. Et puis, on l'envoie à Discord. OK. On envoie tout au webhook. Alors, si je regarde les exécutions, euh, voilà. Donc, si je regarde ça, vous avez ce genre de choses qui a été prise en compte. OK? Bon, Donc, voilà un développement avec LinkedIn. OK. Et donc, j'ai cette information-là que je peux poster avec les développeurs. Donc, ce genre d'information. J'aurais pu lui demander qu'il le poste directement dans LinkedIn, mais j'ai pas voulu. Je veux pas faire de slob dans LinkedIn. Mais voilà le genre d'information qu'il peut vous donner par rapport à un brouillon quelconque. Le brouillon, c'était ce que je vous ai donné là. Ok, maintenant on va faire on va rester dans Discord et là cette fois-ci je vais faire un RAG. Donc j'ai une base, comme je vous l'ai indiqué, j'ai une base de connaissances que j'ai créée. Alors je peux vous montrer ça dans NaN. Donc on va revenir au tout début. Donc comment ça marche le Gemini File Search? Vous allez devoir lui donner un nom. Je vais voir en exécution. Ouais, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez devoir lui donner un nom. Et donc, le nom, pour moi, c'était Research Store. Et après, on lui dit de créer le nom. Donc, il va prendre ce que vous avez aimé. Voilà, Display Name Research Store. Et il va le créer dans Google Cloud, dans le Gemini File Search de Google Cloud. Ok, donc ça, ce genre de choses, on en a parlé dans une des sessions que j'ai faites avec vous en décembre l'année dernière. Donc, on a créé le File Search Store. Donc, j'ai fait un Search Store spécifique pour tout ce qui est mes recherches. Et donc, après, maintenant, vous voyez, j'ai un workflow actif qui va pouvoir. Donc, je reviens sur mon script de démo. Ok, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui... Comment ça va se faire? Je vais faire un prompt que vous voyez là. Donc, je lui dis, ben, Blaise, tu vas utiliser le mode research. Donc, j'ai un mode research que je peux vous montrer ici. Donc, et je lui dis, ben voilà, Discord, ça va être mis dans Discord et les rêveries. Le modèle, ça sera DeepSeek 3.2, c'est déjà configuré dans sol.md. Et puis ce que je lui demande de faire, c'est que par rapport à un sujet donné, je veux que de ce sujet donné, il m'extrait les 5 points pertinents en français. Ensuite, éventuellement, ça je vais l'enlever éventuellement. Éventuellement, tu vas faire une liaison avec mon business Code Academy 1, 2, 3 pour des insights associés à ce sujet. Tu vas faire
une synthèse de ce document et tu le stockes dans ce répertoire-là avec un cachet dateur. OK? Et puis, tu vas me dire quand est-ce que c'est fait. OK? Donc, ça, c'est. Donc, quand je vais lancer ce prompt, il va m'extraire les insights clés. Et puis, il va me poster un résumé dans LinkedIn et il va me générer un fichier MD, un MD qui va stocker dans Data Search. OK? Donc, je reviens ici. Je reviens sur Discord. Et cette fois-ci, je change de crèmerie. Je vais dans Research et pareil, je fais Add. Je prends Blaise et je vais lui dire ça. Oh, je l'ai deux fois. OK, donc là, vous voyez, je lui indique mode research. C'est pour qu'il pointe sur le fameux fichier research.mdnd. Donc, je lui demande des exemples concrets d'utilisation de startups chinoises optimisant leurs coûts avec OpenClaw. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, je suis sur un autre canal et Blaise est capable d'accéder à ce canal-là également. Et tout ceci, ça fait l'objet d'une configuration dans OpenClaw configuration. Vous lui donnez l'identifiant du canal. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Donc, vous voyez, ben, il utilise des emojis parfois. Thinking. Alors, je vais revenir ici. Donc, voilà ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train d'extraire les 5 points clés, les insights. Ensuite, il va me mettre ça dans la chaîne, dans le canal Research. Et normalement, il doit me générer un fichier MD. Donc, on le laisse travailler. Je pense que j'aurais dû mettre un prompt un peu plus court. C'est l'effet démo, ça. Bon, on laisse ça de côté. On laisse travailler. Alors après, ce que j'ai fait pendant qu'il travaille, donc vous voyez, il va me générer ce fameux fichier et il va me le mettre dans Data Research. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Flax. Ah, je crois qu'il a. Ça y est, il a fait. Voilà, et donc, vous voyez, il me l'a créé. Donc, écosystème modèle, voilà, donc 3 facteurs clés chinois, blablabla, etc. Et il vous dit, ben voilà, voilà le fichier en question. Donc, j'étais en train de vous dire, donc en fait, j'ai utilisé Flask et la manière dont j'utilise Flask ici, c'est simplement, je vous l'indique ici, ça sert d'interface d'API pour permettre à N d'accéder à mon fichier. Vous voyez, j'ai trois routeurs, j'ai le Files, j'ai le Read et j'ai le Move. Le Move, c'est pour l'archivage. Donc, pour l'instant, mon fichier, il est là dans Data Research. Et une fois qu'il a traité le fichier, et le fichier va basculer dans un autre répertoire qui s'appelle Process. OK? Alors, pour ça, je vais vous montrer ça. Donc là, si je regarde ici, là, vous voyez, je peux faire un refresh. Et là, je vois mon fichier qui est là. Et donc ça, ce fichier-là, je vais utiliser NaN pour l'ingérer dans ma base de connaissances. OK? Donc là, j'ai fait un script manuel. J'ai pas mis, j'aurais pu mettre un scheduler, mais c'est pour la démo, c'était plus pratique. Donc là, eh ben, je vais lui dire, eh ben, exécute ça. Voilà, donc là, il a vu, et puis en fait, on peut voir l'exécution. Donc là, voilà, donc ici, si je double-clique, bon, il n'y a rien qui. Bon, là, il a été chercher le. Et donc là, il va prendre le fichier, vous voyez, display name, blablabla. Il va donc vous donner un prompt par rapport au fichier, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas une démo LDN, mais vous voyez le principe. Maintenant, c'est ingéré donc dans Gemini. Et donc maintenant, ce que je peux faire, si je reviens sur mon anti-sèche, je vais pouvoir en fait maintenant interroger ma base de connaissances, hein, puisque la gestion a été faite.
par le processus manuel que je viens de vous montrer. Maintenant, je vais prendre cette information-là et je vais aller dans un autre bot que j'ai créé exprès dans Telegram. Donc, c'est celui-là. OK. Je vais dire, hey, je vais voir il est vivant. Ouais, il est là. Bonjour. OK. Et donc là, et voyez, lui, il s'adosse à N et N bon, continuellement. Donc, je vais faire ça. Euh, je vais lui faire que sais-tu sur l'adoption massive de pain clos en Chine et pourquoi? Est-ce que je suis dans la bonne... Attendez, je vais vérifier par rapport à ce qu'il m'a généré. Ok. euh, ok. Bon, je vais voir ce qu'il me dit. Je suis là, je suis avec Blaise Rank et donc j'y vais. Alors il me dit, j'ai pas trouvé d'informations. Je vais lui donner une information. Je vais lui demander quels sont les écosystèmes locaux. Quels sont les facteurs clés chinois? Qu'est-ce que je peux dire? Oh, il était bavard. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Ah, ah oui, dans la base de données de Ah oui, ça c'est. Ok. Euh, alors attendez. Qu'est-ce que je peux. Les écosystèmes modèles, il y a le quoi? On va voir si. Blaise, je n'ai pas besoin puisque je suis déjà Blaise. Quels sont les éco. Ce que j'ai dit? Écosystème modèle, il y a locaux. Écosystème modèle locaux en Chine. Et alors, je crois savoir ce qui se passe, c'est que ma base de connaissances est un peu polluée parce que, vous voyez, la référence, là, elle n'est pas bonne. Parce qu'en fait, quand j'ai testé les premières fois, j'ai testé beaucoup de... sans faire exprès, j'ai testé beaucoup ce fichier-là, en fait. Et donc, il a la référence de ce fichier plusieurs fois dans Gemini File Search. C'est pas grave parce que j'ai pas eu le temps de nettoyer. On peut nettoyer un store, j'ai pas eu le temps. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Je vais lui dire, attendez, je vais quand même essayer. J'insiste. Parce que c'est, quand est-ce qu'il me l'a créé ça? Voilà, donc là, recherche complète. Je vais dire, donne-moi des infos sur les robots domestiques. Ok, bon. Alors alors, je vais dire, Blaise, donne-moi des infos sur l'éducation IA en France.
Voilà. Ok. Je vais vous montrer quand même que il faut que je nettoie mon file search. Parce qu'en fait, si vous voyez, si je regarde l'exécution, il a été jusqu'au bout. Donc, le fichier a été indexé dans Research Store, Chinese Startup. Bon, on va continuer parce que sinon, on va perdre du temps. Donc, voilà, c'est un exemple que je vous ai fait. Ensuite, je vais vous montrer maintenant les fameuses skills là, dont j'ai parlé. Donc, je vais aller dans Telegram cette fois-ci. Attends, hop, je vais aller dans Telegram. Et donc, les skills en question, Google, c'est Gmail, Calendar, Sheet, Docs, etc. Donc, ici, c'est le lien que je vous ai montré tout à l'heure concernant Gog. Rappelez-vous, il passe par des skills. Et donc là, je vais faire créer un événement. Je vais peut-être changer la date. Donc, je vais vous montrer que, quand même, avant ça, je vous montre que c'est quand que j'ai dit le 20 mars. Mince. Le 20 avril, ouais, ok. Je vais voir si le 20 avril, c'est pour vous montrer que c'est pas du fluff. Donc, on est en mars et puis en avril. euh, le 20 avril, j'ai rien. New reminder, je sais pas ce que c'est. Il n'y a rien. Je vais le supprimer d'ailleurs. Ok. Donc, le 20 avril. Alors, on y va. Donc là, je vais prendre, donc je vais le faire dans Telegram. Donc je vais faire ça. Je vais dans Telegram. Ici. Oh, hop, 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 pas ici. Je suis dans Blaise. Je vais ici et je vais lui dire créer un événement dans Google Calendar, Meetup OpenClaw, 20 avril, 17h, suite du Meetup du 19 mars. Ok. Donc là, voilà, il a créé l'événement. Voilà. Et donc là, si je clique ici, hop, j'arrive sur l'événement du lundi 20 avril de 5h à 6h, suite du meet-up du 19 mars, blablabla. OK? Donc, voilà, voilà. Sympathique. Je peux lui demander qu'il lise mes emails, mais je ne vais pas vous les montrer. Donc, donc on va changer de, de démo. Ok, donc les résultats, voilà, voilà. Ah oui, alors donc bon, il y a toute une configuration derrière. De nouveau, adressez-vous à un grand modèle de langage pour vous aider dans cette configuration. Déjà, vous pouvez même dire à votre agent, ben, comme moi, Blaise, là, vous pouvez lui donner l'URL du skills de Gog, dit voilà, j'aimerais mettre en place ça, et puis quelles sont les configurations à mettre en place, et puis il va vous aider là-dessus. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Donc là, on est dans le mode développement, là. Donc là, j'ai déjà pour préparer cette démo, j'ai déjà un- un dashboard qui s'appelle Hacker News. Donc si je recharge le dashboard, j'ai les dernières informations, Astral to join OpenAI, blablabla. C'est les Hacker News. Hacker News. Je trouve le site web assez nul, mais bon, c'est pas grave. OK. Et donc là, maintenant, je vais lui demander qu'il me rajoute du heatmap ici au-dessus. Donc, on va voir ce que c'est. Je ne l'ai pas testé, hein, ça va être live. Donc, j'ai déjà le fichier, le dashboard. Et vous voyez, il le sert sur cette adresse URL, là, 80, j'ai ouvert le port 8080. Et donc, maintenant, je vais lui dire, voilà, je vais lui dire ça. OK. Donc, en fait, je vais le faire en deux parties. Une première partie, je lui demande qu'il me crée une heatmap sur mon dashboard Hacker News. Et en deuxième partie, je lui demanderai de charger, parce que je l'ai déjà dans GitHub, ce projet. D'ailleurs, je l'ai chargé par Blaise, en fait. Je vous montre mon répertoire GitHub. Voilà, il est là. Et vous voyez, le README, par exemple, il y a de 4 jours.
Donc maintenant, je vais lui dire de rajouter le heatmap. Alors dans le heatmap, j'utilise un script pour ce dashboard Hacker News. J'utilise un script Python qui va chercher les dernières informations possibles, etc. Donc je lui ai dit, Blaise, utilise l'agent codeur pour créer un heatmap des tendances horaires dans le dashboard Hacker News. Lis Data Open Cloud, donc le workspace dans lequel on a mis ce, ce fichier. Si absent, tu génères des démos simulées, donc ça, normalement, il devrait être capable de le voir. Donc si je viens ici, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça dans Stinger. Je vais aller en terminal ici. Ok, je vais faire un clear. Je vais aller, je me mettre sur mon image. J'arrive jamais à retenir le nom de l'image. J'ai mon anti-sèche ici. Ok, donc, donc maintenant je suis dans mon image et maintenant je vais regarder qu'est-ce que je lui dis. Donc c'est là un peu plus bas. Je lui dis quoi? Je lui dis voilà, de lire Data Open Cloud Workspace. Donc je vais faire ça. Donc là, si je fais PWD, je suis dans Data, donc je vais faire CD Workflow. Non, ce que j'ai dit. CD dot open cloud, donc je vais faire CD dot open cloud. Comme ça vous permet de voir un peu la structure. Vous voyez, donc là, on a le fameux OpenClaw JSON qui est à ce niveau-là. Et donc là, je vais aller, qu'est-ce que j'ai demandé? Donc, workspace, CD, pardon, fatigue. Et donc là, si je fais ls, là, j'ai les fichiers, vous voyez, les sol MD, les tools, etc., ils sont dans le workspace. Et donc là, vous voyez, là, c'est un répertoire. Et donc, si je vais cd hn stack, et là, j'ai le README, euh, euh, le train de PY, OK? Et avec un guide qui était positionné. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, normalement, il doit être capable d'aller lire ce répertoire et éventuellement de regarder le, le script Python et éventuellement faire des choses, modifier quelque chose. Donc, je vais faire ça. Je vais aller toujours, c'est dans Telegram. Je vais faire ça dans Telegram. Donc là, je suis avec Blaise. Et donc, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va instancier le codeur agent normalement. Vous voyez, il fait un codeur spawn. Alors, dans le user.md, je lui dis que je suis bilingue. Donc, je lui dis qui peut me parler en anglais ou en français. Je lui dis si je parle en français, tu me le mets en français aussi. Ok, oui, un dashboard. Ouais, ok, il va me le dire quand il a fini. Donc, je continue. Et puis là, une fois qu'il a fait son dashboard, on va vérifier si c'est bien fait. Et si c'est bien fait, je vais pouvoir lui dire de le pousser dans GitHub. Donc là, en fait, il va utiliser Qwen 3. Ah, ça y est, je crois qu'il a fait. Ah, coder fail. Oui, ça a marché, hein. Ça a eu payé, ça paye plus. Ok, bon, peut-être qu'il a fait, mais il a reçu une erreur. Alors, attendez.
Donc l'agent, là, je vais rafraîchir le... Non, il n'a pas fait. Ok. Bon, je vais lui dire qu'il utilise un autre modèle. Use. Ah, il a créé. Ah, ben voilà, il crée. Donc, on va voir si c'est vraiment bien. Ouais. Wow, c'est pas lisible, mais c'est pas grave. Ok, voilà, il a créé quand même. Ok. Bon, c'était un test de heatmap. Ok. Je pourrais lui dire, ah oui, mais j'ai pas la liste des... Bon, c'est pas grave. Vous voyez. Alors, on va faire un autre exemple. Donc, je vais pas le pousser sur GitHub. Non, peut-être pas, parce que c'est pas terrible ce qu'il a fait. C'est parce que, voilà, j'ai pas testé avant la démo, donc vous avez ce que vous avez. Maintenant, je lui demande, je vais toujours utiliser Subagent Coder et je vais en fait lui dire qu'il me fasse un GitHub dashboard sur OpenClaw. Donc, je lui dis, eh ben, Blaise utilise l'agent codeur pour créer un GitHub dashboard en vanilla pour le repo OpenClaw, voilà. Donc, je vais faire ça. Et et je vais voir ce que ça donne. Donc, hop. Ah, vous voyez, il a changé de crèmerie. 4.5. Donc, les fichiers qu'il génère, ils sont dans un répertoire output qui est lu par l'URL que je vous ai donné, là, le 127 je vais vous le montrer, qui est donné ici. OK. Donc, il va me donner le nom de fichier et on va pouvoir voir le résultat. Ok, alors pendant qu'il le fait, on va terminer avec la démo. Oh, wow, il est presque... Et donc là, vous avez la possibilité de faire des cron jobs. Donc j'en ai fait deux pour vous et j'ai utilisé Discord pour ça. Donc si je regarde ici dans Discord, j'ai créé pour un Twitter. Donc je lui dis, chaque semaine, tu me fais des tweets sur l'éducation IA. Donc il vous en propose trois. Et sur recherche aussi. Donc j'ai dit chaque semaine, tu me proposes des infos là-dessus. Et donc ceci, on peut le voir en configuration. Donc si vous allez dans le cron job, vous avez vos jobs qui sont planifiés, qui sont disponibles. Et donc là, c'est le Twitter Weekly Monday. À 8 heures C'est quand est-ce qu'il le fait? C'est il va donc leur dire écris-moi trois points. C'est ça en fait qu'il fait. Écris-moi trois punchy Twitter posts moins de 280 caractères, etc. Donc c'est tous les lundis. Et donc c'est dans la chaîne Twitter, hein, Discord Twitter. Et là, c'est pour la chaîne Research. Je lui demande ça. Donc, Research, Trendy Topic in AI Education in Europe and Post a Summary Discord. Et donc là, voilà.
Et donc, il a fait, hein, ça a bien été fait. D'ailleurs, vous avez le résultat ici. Il vous les donne, les résultats de ces, de ces, de, de ces scheduling. Donc, est-ce qu'on revient sur... et on a terminé la démo. Non, je vais revenir sur... ok, il n'a pas encore fini. Donc, je vais venir sur les chats. Vos questions, pardon. Euh, ok, j'ai pas trop perdu de monde. Ok, donc je vais revenir, je vais sortir d'ici. J'essaie de sortir du desktop, je n'y arrive pas. Euh, où est-ce que c'est? Comment c'est déjà? Attends, ouais, je sais. Le chat. Ah, j'ai des questions. Euh, alors, je prends on me demande, vous utilisez Yacine, on me demande, vous utilisez le native Web Search d'OpenClaw, le connecteur Oleama, ou bien vous avez écrit votre code custom. En fait, là, j'ai simplement utilisé le standard d'OpenClaw. Donc, dans la configuration OpenClaw, vous avez un browser que l'on appelle headless, c'est-à-dire qu'il va faire des recherches sur quelque chose. Je sais pas, Oliama, elle n'est pas utilisée dans ma config. Ah,非常有, ok. Ah, ok. Avez-vous d'autres questions? Désolée, l'heure a tourné. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, c'est une bonne question, Yacine. En effet, donc vous avez vu qu'on a, peut-être vous l'avez pas vu, mais quand vous allez configurer OpenClaw, vous allez devoir configurer le fameux memory.nd. Le fameux memory.nd, je l'ai sorti ici, c'est là. Donc, vous lui indiquez ce qu'on appelle le long-term memory. Vous lui indiquez, ben voilà, je m'appelle Anna, je suis ma profession, etc. Les outils que tu as à ta disposition, le routage, donc ce genre de choses, et la sécurité, et voilà. Donc, ça peut être encore plus... Alors, pareil, toujours pareil, utilisez Claude ou ChatGPT pour vous faire ces fameux fichiers pour OpenClaw, parce que ces grands modèles de langage connaissent bien OpenClaw maintenant, et donc ils sont capables de vous donner des informations, un fichier assez pertinent. Donc oui, c'est le fichier memory que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le long-term memory. Cependant, je vais vous montrer ça aussi. Cependant, vous avez un fichier de mémoire qu'il va aussi générer lui-même pour chaque session. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Oh, où est-ce que c'est? C'est dans les directories. Hmm. Ah, c'est là. Et en effet, donc là, je me suis amusée à récupérer la structure du répertoire OpenClaw.
Donc, vous avez vu que dans Data OpenClaw, on va retrouver la log, hein, OpenClaw JSON et puis les logs. Et donc, on a ces fameux fichiers, vous voyez, Soul, User, Memory, RAP, etc. Par défaut, quand vous installez, il va vous en donner quelques-uns, mais c'est à enrichir par rapport à vous, hein. Donc là, par exemple, pour le user, j'indique mon profil, etc. Là, le memory, c'est le long terme memory. Et ce qu'il va faire, ce qui est en fait intéressant, c'est, je vais chercher memory. Vous voyez, il va créer dans son répertoire et il va créer, donc on a le workspace, etc. Et puis, vous voyez, il va créer un répertoire avec les dernières sessions de mémoire. Alors ça, c'est pratique parce qu'en fait, vous avez vu quand j'ai fait le codeur, là, à un moment donné, il dit, mais Gwen n'est pas disponible ou quelque chose comme ça. Et je lui dis, bah, utilise un autre modèle. Et donc, du coup, il a mis ça dans sa mémoire. Et en fait, ça peut être utilisé pour s'auto-perfectionner, en fait. Vous voyez? Alors, j'ai pas trop creusé le sujet, mais il s'est lui-même auto-perfectionné. Alors, si je reviens ici, voilà, tiens, il a terminé. Vous voyez? Il a été créé avec succès. Et il a utilisé le GLM 4.5. C'est de OpenRouter. C'est gratuit. Alors qu'initialement, je l'avais configuré pour qu'il utilise Qwen 3. Mais vous voyez, c'est auto-amélioré, disant, ah ben non, mais finalement, je vais utiliser celui-là. Alors, on va voir, alors comment il s'appelle le fichier? Il s'appelle, ce qu'il a créé, c'est GitHub Dashboard HTML. Donc, je vais venir ici. Ici, je vais mettre GitHub. Oups. Ouais, le nombre d'étoiles, c'est sur OpenClaw, hein. Voilà. Donc, il a fait. Et ça, je peux lui dire, non, est-ce que vous voulez que je continue? On peut lui dire le mettre dans GitHub maintenant. Alors, est-ce que j'ai un anti-sèche là-dessus? Je peux lui dire, ok. Et puis, je peux lui dire ça, en fait. Je vais faire commit et push vers GitHub. Je vais dire créer. Ok, je vais faire ça. J'aurais pu parler en français. C'est pas grave. Commit. Ah bah, c'est maintenant. Commit et push vers GitHub. Ok, donc là, je vais donner le nom du dashboard. Fatigue là. Ok, je vais le mettre. Ok. Donc là, il a mon token GitHub, etc. Je vais lui dire qu'il est repository à créer. Et message, je vais mettre fit, je vais mettre dashboard, OpenClaw. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, c'est un autre skill qu'il a, c'est GitHub. Il veut que je le crée. Ok.
Ou dis-moi d'utiliser un clé. Ok. Je vais dire utilise le GitHub CLI pour créer le dashboard, le repository. Si c'est pas le cas, je sais pas, j'ai dû louper une configuration peut-être, mais sinon, je vais créer le. Wow, il a créé, super. Wow. C'est génial, hein? Open. Et voilà, génial. Donc voilà, donc c'est super. Ah, peut-être que vous l'avez pas vu. Ah, si, vous l'avez vu, je pense. Vous l'avez vu? Euh, ok, donc voilà. Je reviens sur le chat. Ok, donc vous avez vu la création du dépôt sur GitHub. C'est une question. Je pense que oui, parce que je ne me suis pas déconnectée. Ok, personne ne me répond. Merci. Ok, donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là. J'espère que cette session aura été profitable. Et comme je vous l'indiquais, je vais transmettre cette session sur ma chaîne YouTube. Et merci Nicolas, merci Yacine. Et donc, probablement que je ferai une autre session un peu plus ajustée pour le RAG. Là, ça a eu payé, ça paye. J'ai eu des soucis de. Je pense que c'est pas un A10, c'est mon store, mon Gemini qui est un peu pollué, donc il faut que je nettoie. Bon, enfin bref, c'était comme ça. Mais ça marche, ça a marché. Voilà, voilà. Ok, donc j'espère que vous avez vu une vue d'ensemble d'OpenClaw et puis donc la fameuse nouvelle orientation IA avec les agents IA qui vont devenir de plus en plus pressants et utilisés par toutes les applications que vous connaissez, hein, que ce soit Salesforce, LinkedIn, tout le monde va se mettre dessus parce que s'il faut pas louper le coche en fait. C'est comme l'avenue de Linux ou d'Internet, on est à peu près au même niveau là, à ce niveau-là. Ok, je vous souhaite une bonne soirée et merci Pierre et à très bientôt.